Hello mes gens, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si ça c'est vraiment une intro pour ce que je vais vous raconter là, mais bon. J'espère vraiment que vous allez bien. Moi, aujourd'hui, ça va parce que aujourd'hui, je peux vous raconter mon histoire, partager avec vous mon vécu et vous donner des explications par rapport à ces vidéos qui ne sont jamais arrivées. Comme vous pouvez le voir, j'ai tenu ma promesse, je nous ai offert un micro, donc j'espère que la qualité de l'audio est bonne, meilleure que lorsque je n'avais pas de micro. Et pour me guider un peu dans la présentation, enfin dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai demandé un peu d'aide à ChatGPT. Donc de temps en temps, vous allez me voir lire sur mon téléphone ce que lui et moi, on a préparé, lui et moi. J'ai envie de partager avec vous mon expérience personnelle. Petit disclaimer, cette vidéo ne remplace pas un avis médical. Du coup, si ce dont je vais vous parler fait écho avec ce que vous ressentez ou vivez, s'il vous plaît, rapprochez-vous de professionnels. J'ai perdu un peu plus de 10 kilos. Je sais. Normalement, je devrais vous dire, j'ai gagné. Sauf que là, j'ai perdu un peu plus de 10 kilos et justement, on va parler de ça dans cette vidéo puisque c'est directement lié à la maladie dont je souffrais. Et bah voilà, je fais aussi cette vidéo pour pouvoir aider celles qui pourraient se reconnaître dans les symptômes que je vais citer. C'est pour ça que j'ai dit en disclaimer que si quelque chose vous parle, s'il vous plaît, rendez-vous chez votre médecin, à l'hôpital, je sais pas, mais un professionnel qui pourra vous aider et vous guider dans ce que vous vivez. Voilà. Pour ceux qui tombent un peu sur mon contenu pour la première fois, je vais revenir dans le contexte. Je pense que c'était dès le mois de février, je n'en suis plus sûre. Je ne suis pas un peu revenue en arrière pour voir exactement où j'en étais. Mais je pense que c'est depuis le mois de février que j'avais lancé ce challenge personnel et je vous avais invité, vous, ceux qui voulaient prendre du poids de façon saine, à entrer dans ce challenge-là avec moi. Notre objectif était de prendre du poids en modifiant nos habitudes alimentaires et sportives de façon progressive pour à la fin avoir un poids qu'on voulait. Parce qu'en général aussi, sur les réseaux, on tombe plus sur les vidéos de comment perdre du poids, mais jamais de comment prendre du poids. Donc, avec toutes les recherches que j'avais faites personnellement, je m'étais lancée dans cette aventure avec vous. Sauf que, justement, on en vient. Il y a eu plusieurs aléas de la vie qui ont fait en sorte que je passe un peu à côté, si je peux dire ça comme ça, de mes objectifs, mais qui d'une certaine façon aujourd'hui me recentre avec ceci. Pourquoi? Parce que déjà, je pense que toute cette communauté, si vous êtes assidu et que vous avez vu toutes mes vidéos, vous saviez que le week-end, j'avais un job où je travaillais avec des enfants. Et je crois au deuxième mois de mon tournage de vidéos et challenge personnel, j'ai eu une offre professionnelle qui faisait que je travaillais de lundi à vendredi. Du coup, je me retrouvais à travailler de lundi à dimanche sans repos. Ensuite, survient après ou avec une hospitalisation longue d'1 mois et quelques jours. Durant cette hospitalisation, j'ai dû être opérée par 2 fois, à 2 endroits, mais justement pour m'aider à rester en vie. Ouf. Durant cette hospitalisation, j'ai perdu à peu près 10 kilos. Déjà, ceux avec qui j'avais commencé le challenge de prise de poids, vous saviez que j'étais à 51 kilos lorsque je commençais le challenge. Maintenant, il est arrivé pendant le challenge, vu que j'étais sur le montage de la 3e semaine, parce que malgré le fait que j'avais commencé le travail, je continuais à faire des vidéos, je continuais à tourner, à conserver des rushs pour pouvoir justement faire du montage. Bon, je trouvais pas assez de temps justement pour être un peu plus rapide pour faire le montage, mais je le faisais. Et précisément lorsque j'étais sur le point de vous publier ma 3e vidéo, donc
On était à la 3e semaine du challenge et j'entrais dans la 4e semaine du challenge. Donc, j'étais allée prendre mon poids, prendre mes mensurations et devinez quoi? Je n'avais pris aucun kilo. Bien au contraire, malgré que j'avais modifié mon alimentation et mes habitudes, je n'avais pas pris de poids, mais j'avais perdu 1 kilo. Ce qui n'était pas normal déjà, ce qui n'était pas normal. Du coup, j'étais sur le point, je voulais vous annoncer ça. Je voulais vous publier la 3e vidéo, ensuite la 4e, et vous annoncer lors de la 4e vidéo que je n'avais pris aucun poids. Et là, ça devenait vraiment sérieux. Parce que si vous êtes sur tout ce qui est lié à votre prise de masse et vous faites exactement, je vais dire exactement, vous êtes suivi parce que j'étais suivi aussi. Oui, je vous montrais juste pas le côté médical de la chose. C'est vrai que je n'étais pas suivi par un coach sportif, mais j'étais suivi. J'en avais parlé à mon médecin avec qui on mesurait mon poids, on savait exactement à quel groupe sanguin j'appartiens. Il connaissait mes maladies physiques, tout ce qu'on trimballe un peu quand on est un être humain et tout. Donc, je savais ce qu'il fallait faire, je savais ce qu'il fallait que j'évite. Mais tout s'est modifié, tout a drastiquement changé, juste pas une petite modification. Pourquoi? Parce que j'avais une maladie que je trimballais avec moi depuis de longues années. Et ça, en général, c'est une maladie que beaucoup de gens ne connaissent pas, vu que c'est une maladie pas rare, mais dont on ne parle pas parce qu'on est mal informé. Cette maladie s'appelle l'endométriose et elle touche beaucoup les femmes. L'endométriose est une maladie chronique des tissus semblables à l'endomètre qui poussent hors de l'utérus. Les zones attaquées par la maladie peuvent être les ovaires, les trompes, le péritoine, parfois les intestins et la vessie. Les effets de cette maladie sont des inflammations, des adhérences, des douleurs et parfois l'infertilité. Ça, c'est sur le plan général, ce que c'est que l'endométriose. Parce que oui, vous savez peut-être pas ce que c'est, mais bon, dans le monde, on a déjà commencé à faire des recherches dessus. C'est vrai que jusqu'ici, on ne connaît pas vraiment les origines. On est encore en train de chercher le pourquoi du comment. Bon, on sait comment ça se manifeste, vu qu'on a déjà eu à suivre beaucoup de femmes. Mais justement, la manifestation de cette maladie varie d'une femme à l'autre. Vous voyez, du coup, de façon générale aussi, ça se manifeste avec des règles très douloureuses, des douleurs pelviennes persistantes pendant la période rouge ou en dehors de la période rouge, des douleurs pendant ou après les rapports ou les deux, une fatigue importante, des troubles digestifs, urinaires selon les zones touchées dans l'organisme, et souvent des saignements irréguliers et un impact mental et aussi un impact dans la qualité de vie. Du coup, moi, comment ça s'est passé, comment ça se présentait dans ma vie à moi, je vais reprendre un peu ce que j'ai lu. Chez moi, c'était des règles douloureuses, des douleurs pelviennes persistantes, des douleurs pendant et après rapport, de fatigue, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais des troubles digestifs et des troubles urinaires. Et j'avais pas de saignements irréguliers, mais c'était des douleurs pendant la zone rouge et en dehors de la zone rouge. Donc, je pouvais être en pleine période ovulatoire, mais j'ai des douleurs comme quand je suis pendant une période rouge. Ça avait un impact sur mon mental et dans ma qualité de vie. Il y avait plein de choses que je pouvais pas faire, et en fonction de quand tu es fatigué, que tu peux pas faire grand chose. J'étais presque tout le temps nerveuse aussi parce que les douleurs, il faut bien supporter. Et le truc aussi avec moi, c'est que quand je suis fatiguée, je deviens nerveuse. Et quand tu es fatiguée tout le temps, caméra comme ça, je vais vous dire ça comme ça, vous allez me dire oui, mais bon, ça se voit pas sur tes vidéos, on voit pas que tu es nerveuse. Bon, sur mes vidéos, ça se voit que je suis fatiguée. Mais bon, je vais pas prendre mon micro et vous engueuler non plus quand même.
Oh, c'est quoi? C'était plus ou moins ça. Et j'arrivais justement à gérer en restant seule avec moi-même. Donc, c'est vrai, je suis quelqu'un qui aime bien être seul avec moi-même. Mais là, c'était un besoin en fait, parce que le fait d'être tout le temps fatigué et de se retrouver avec des gens avec qui tu te sens fatigué, ensuite tu es encore fatigué. Bon, ça c'est vraiment la boucle temporelle des introvertis. Je peux pas vous expliquer ça comme ça. Du coup, comment tout ça commence? Parce qu'aujourd'hui, je me retrouve à vous parler d'endométriose alors qu'à la base, on est supposé faire des vidéos de prise de poids en fait. Chez moi, voici comment ça s'est manifesté. J'avais déjà commencé à travailler. J'étais déjà en train de me faire à mes nouvelles obligations. J'étais en train de travailler un week-end. C'était un samedi. En fait, j'avais déjà commencé à avoir 1 ou 2 semaines avant des petites fièvres comme ça. Je me disais, bon, c'est peut-être le fait que je travaille beaucoup, donc je peux être en train de faire une sorte de surménage. Et je me disais, ouais, bon, c'est gérable et tout. Donc je prenais des médicaments et tout. Moi, j'allais voir juste mon médecin comme ça, genre j'ai fait des fièvres et tout. J'avais l'endométriose depuis longtemps et j'avais été au courant en 2022 que j'avais l'endométriose. J'avais commencé à faire un peu des recherches dessus et vu que j'étais suivie aussi, on avait mis des choses en place du genre antidouleur et tout ça. Du coup, en dehors des antidouleurs, moi je prenais juste des trucs contre la fièvre en fait, parce que je faisais beaucoup de fièvre. Sauf que il y a eu un moment où la fièvre est devenue assez intense et on a d'abord commencé par soigner le palu parce que j'avais des symptômes du palu en fait. J'étais fiévreuse. En fait, c'était principalement ça. Chez moi, en général, le palu se manifeste par beaucoup de fièvre. Du coup, on était un peu perdus, genre, ok, on ne pensait pas à l'endométriose en fait à ce moment-là. Sauf que ce samedi-là, je rentre et je suis fiévreuse alors que je suis sous traitement de palu. Et subitement, je commence à vomir. Je commence à rendre de la nourriture que j'avais même, parce que dans la journée, j'arrivais même pas à manger. Et justement, que j'en vienne, je n'arrivais plus vraiment à correctement me nourrir. Déjà parce que j'étais derrière le lièvre et la chèvre. Je travaillais le week-end, je travaillais en semaine. Donc je n'arrivais plus vraiment à manger mon matin, mon midi et le dîner. Et voilà qu'on se retrouve à l'hôpital en urgence. Un soir, un samedi soir à 22h. On a fait plusieurs examens. Parce qu'on est toujours parti sur la base du palu. On est parti sur la base d'une gastro-entérite avec les symptômes que je commençais à présenter. Du coup, on a commencé aussi à soigner une gastro. Je prenais des antibiotiques, sauf que rien n'évoluait. Je crois que j'ai fait 2 semaines comme ça. Et je pense que c'est pendant ces 2 semaines-là que j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. Vu que je perdais l'eau de mon corps, je n'avais aucun appétit. J'arrivais pas à manger du tout. Mais bon, à un moment, on s'est rendu compte que mon problème n'était pas gastrique, mais gynécologique. C'est comme ça que je me retrouve internée au service gynécologique. Et là, avec les échographies, on s'est rendu compte qu'il faut opérer. C'était plus en général, l'endométriose, il faut l'opérer. Il faut l'enlever parce que c'est, comme je vous ai expliqué, un bout de l'endomètre qui va se fixer quelque part et qui se développe d'une façon ou d'une autre. Maintenant, cette façon aussi de se développer est assez différente. Ça varie selon la femme. Chez moi, ça a fait des sacs de blood. Du coup, j'avais un truc dans mon corps qui me pompait du blood. Donc, il a fallu opérer. Sauf que la première fois, quand on fait l'échographie, on voit une poche dans mon bas-ventre et qui descend comme ça dans mon bassin, en fait. Et on se dit, ok. Donc, la première opération qu'on m'a faite, c'était une cystoscopie. Une opération à ventre fermé, pour être plus clair, avec une caméra qu'on met dans le ventre et puis des outils et tout s'est bien passé. Je sors d'hosto. Quelques jours après ma sortie d'hôpital, j'ai recommencé à faire de la fièvre. Le truc est que, ça c'est un petit tip que je vais vous donner, vous les mamans, toutes les mamans de tout âge, contrôlez toujours la température de votre enfant, peu importe ce dont il souffre. Parce que ce que j'ai appris, c'est que le corps manifeste la présence de quelque chose qui ne devrait pas être là par la fièvre, peu importe ce que c'est. C'est un peu pour ça aussi que le palu se manifeste par la fièvre, enfin,
La présence de palu peut se manifester par la fièvre. Il y a des gens, je ne sais pas comment ils font pour pas avoir la fièvre. Avec l'augmentation de globules blancs. Moi, je ne sais pas comment vous faites, mais vous êtes chapeau. Prenez la température de vos enfants quand ils sont malades. Ça peut vous aider à savoir si justement le traitement c'est le bon ou s'il y a autre chose en dehors de ce qu'on fait déjà qu'il faut faire. Parce que c'est exactement comme ça que ma mère, moi, elle a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'avais recommencé malgré l'opération à faire la température et vu que maintenant elle savait ça, que la présence d'un corps étranger est manifestée par la fièvre, elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Du coup, on est retourné à l'hosto. On a fait une consultation avec mon gynécologue et dans la consultation, elle lui a montré tout ce qu'elle avait relevé, mes températures et variantes et tout. Et il a décidé de me réhospitaliser, sauf que c'était juste pour que je suive un traitement d'antibiotiques gynécologique cette fois. Parce que à ma première hospitalisation, j'avais un suivi pour la gastro, pas pour gynéco en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un truc spécifique pour soigner quelque chose de spécifique. Je devais être hospitalisée 48 heures, sauf que je me retrouve à 2 semaines encore. Cette fois-là, je me retrouve à 2 semaines encore. Pourquoi? Parce que arrive le moment où il faut sortir de l'hôpital après la réhospitalisation, où je devais juste prendre mes médocs et puis me barrer, basta. Ma température ne chute pas, elle augmente. Et elle augmente comme la dernière fois, c'est-à-dire que je fais des 40 en permanence. Genre, je suis là à 40 degrés pendant 1 heure, 2 heures de temps. Et il faut du para et tout en perfusion pour que ça descende. Je retombe encore plus dans la perte d'appétit, donc la perte de poids. Donc c'est là où j'ai encore continué à perdre du poids. Et c'est là où je me suis retrouvée vraiment la peau sur les os. Je ressemblais vraiment au squelette qu'on met en cours de sciences là. Aujourd'hui, j'ai un peu de joue, c'est pour ça que j'ai osé me mettre devant la caméra. Et déjà, je supportais pas me voir comme ça, donc vous, est-ce que vous auriez supporté de me voir comme ça? Ça, j'en doute. Deuxième hospi, là, on retourne en échographie et le médecin programme une autre opération chirurgicale pour le lendemain. Faut savoir que quand je suis retournée à la maison, après la première opération, j'ai mis 2 jours. Et en 1 semaine, j'ai été opérée 2 fois. Je sais vraiment pas comment ils font les médecins avec une pression pareille. On n'opère pas quelqu'un en général en dessous de son poids. Mais il arrive des fois où dans des urgences comme celle que j'ai vécue où les médecins sont obligés de faire des opérations. Là, je me suis retrouvée dans cette situation-là où on m'a réopérée, cette fois-là à ventre ouvert. Mais cette fois, on n'a pas opéré au niveau du bassin parce que à la deuxième échographie, on avait découvert que la poche qu'on avait vue, elle n'était pas une, mais il y en avait 2. Donc, une poche au niveau du bas-ventre, juste sous le nombril, et l'autre poche dans le bassin. Voilà. Du coup, il fallait faire une ouverture pour avoir accès à mon bassin. Et c'est ce qui s'est passé. Et je suis encore en train de guérir. Lorsque je vous fais cette vidéo, on est le 5 septembre, il est 16h. Bienvenue dans le GT. Lorsque je sors d'opération, je suis très affaiblie et mon problème n'est plus au niveau de l'endométriose parce qu'on a retiré tout ce qu'il fallait retirer. Mon problème est au niveau de l'alimentation parce que je n'arrivais plus à m'alimenter correctement. Il y a eu une période de je ne sais pas combien de jours que j'ai passé étant alitée et à ne recevoir que des nutriments par perfusion. Je n'arrivais vraiment plus à manger. J'ai vraiment recommencé à manger après ma deuxième opération. Parce qu'après la première opération même, j'avais déjà des difficultés. Je n'arrivais qu'à prendre que des fruits. À vrai dire, après ma deuxième opération, j'allais vraiment beaucoup mieux. Je souffrais moins. J'avais pas encore tout à fait de l'appétit. Mais c'est lorsqu'on est revenu à la maison que j'ai vraiment recommencé à avoir envie de manger. C'était pas une envie, je dis envie, c'était un besoin viscéral. Pas parce que lorsque j'ai recommencé à manger, je n'arrivais pas à manger sans pleurer. C'était pas juste le goût de la nourriture, mais je sais pas, c'était un peu au-delà. Je n'arrivais pas à manger sans pleurer. Chaque fois que je mangeais, surtout les 2 à 3 premiers jours, je pleurais quoi. Les larmes coulaient seules pendant que je mangeais. En fait, lorsque j'ai vraiment repris un rythme alimentaire, j'ai commencé à avoir 5 petits repas par jour. Là, les choses ont quelque peu évolué parce que déjà, vous voyez, j'ai
quelques petites joues là. Je pense que je ressemble à quand j'avais 50, 51 kilos. Je pense peut-être que je suis à 50 ou 51 kilos. Le challenge est simple. Revenir à mon poids, à ce poids-là que je voulais, genre 55 kilos, entre 55 et 58. Ça, c'est un poids normal pour un être humain de ma taille. Ce qui m'a permis aussi de tenir pendant cette période-là, c'est que j'étais pas seule. C'était une période très, je vais pas vous mentir, c'était éprouvant. Là, je vous raconte, vous vivez pas le truc avec moi. Je vous raconte juste, c'est comme une histoire. Mais ceux qui ont vécu le truc avec moi, et souvent même qui l'ont vécu plus que moi-même, puisque la plupart du temps, j'étais inconsciente. On a dû me mettre sous antidouleur pendant un moment, ce qui fait que j'avais aussi des médicaments qui me faisaient dormir. Du coup, il y a des périodes, des moments où j'étais inconsciente de tout ce qui se passait autour de moi. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que je suis plutôt entourée. Il y a des gens pour qui je compte vraiment. En général, c'est pas tout le monde qui en est conscient. Je faisais partie de ceux qui n'en étaient pas conscients. Il y a vraiment des gens autour de moi pour qui ma santé compte, pour qui je compte. Et cette période m'a aussi permise de me rendre compte de ça, en fait. Et de me rendre compte que durant toutes ces années passées, je n'étais pas en mode survie que sur le plan mental. J'étais aussi en mode survie sur le plan physique, sans m'en apercevoir. Voilà un peu ce que moi j'ai vécu dans mon expérience avec l'endométriose. Nous avons des expériences plutôt différentes concernant cette maladie, vu qu'elle se manifeste déjà de façon différente. Chez certaines, c'est avant de pouvoir concevoir. Chez d'autres, c'est après avoir conçu. Chez d'autres, ça a toujours été là. Ça fait un peu partie de leur normalité. Du coup, elles ne connaissent que ça. Et souvent, ça se manifeste déjà par les règles douloureuses. Du coup, si tu souffres tous les jours, tous les mois, je te recommande d'aller déjà te renseigner un peu, voir, faire des examens pour être sûre et certaine que tu ne souffres pas d'une endométriose, parce que tu peux t'en débarrasser. Tu peux t'en débarrasser. Pour celles qui ont peur d'être hospitalisées, d'être opérées, il a fallu que moi, je sois opérée pour rester en vie. Du coup, ce qui est certain, c'est qu'avec cette maladie, on peut vivre avec longtemps, mais il peut avoir des complications, comme avec moi. Moi, je vivais avec cette maladie depuis avant 2022. C'est en 2022 qu'on a eu conscience de ce que c'est, qu'on a pu faire une échographie et tout, parce qu'il y a eu une manifestation. J'avais eu une vive douleur et on m'avait emmenée à l'hôpital pour faire des examens. Et cette fois-ci encore, ça a été une sorte de complication pour qu'on puisse se rendre compte que c'était devenu autre chose et qu'il fallait agir plutôt que d'attendre et se contenter d'antidouleurs. Donc, ce que moi j'ai appris et que je peux vous donner comme petit conseil pour déjà commencer une sorte de suivi personnel, c'est que vous devez écouter votre corps. Écouter votre corps, remarquer les signaux et les noter. Vous devez poser des questions. Vous devez rencontrer des professionnels, poser des questions, faire des recherches, surtout auprès de personnel averti, et ayez toujours un deuxième avis. Pour ma part, je dirais que ma récupération actuelle se passe plutôt bien. Elle est lente, mais justement, je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu, elle doit être lente. Il faut éviter tout ce qui est trop rapide, les pertes de poids trop rapides, les prises de poids trop rapides, parce que de la façon dont ça vient vite, c'est de la même façon dont ça part vite. Ma prise de poids actuelle est plutôt une bonne chose et je continue de prendre mon temps et j'ai une relation avec mon corps plutôt saine, je dirais. Je sais pas comment j'ai fait. Ma relation avec mon corps dans la maladie a été compliquée. Je vais pas dire qu'elle a toujours été bonne. Non, elle a été compliquée à un moment puisque je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir. Je ne me reconnaissais pas et c'était très difficile. Là, je commence à me reconnaître un peu. Je crois que vous me reconnaissez aussi un peu. En voyant ça, je me dis que ça commence à aller pour de bon, quoi. Et pour toutes les personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se retrouveraient dans une phase de leur vie où ils sont en sous-poids, ce que je peux vous dire, c'est de ne pas vous comparer, éviter de vous comparer. Prenez soin de vous de la façon dont vous méritez et dont votre corps a besoin. Pour revenir à ce qui entre avec le challenge qu'on avait lancé, comme je vous ai dit, j'ai repris une alimentation
saine. Je peux avoir près de 5 à 6 repas par jour, de petites portions de repas. Donc, ce que j'ingurgite, c'est des protéines. Donc, il y a des protéines à chacun de mes repas de toute façon. Des glucides, des graines. Oui, ces temps-ci, je suis très popcorn, mais sans sucre. Et aussi, beaucoup d'hydratation. Ça, c'est la base parce que l'eau m'a sauvé la vie. Hein. Quand j'avais rien à manger, là, je mangeais de l'eau. En ce qui concerne mon activité physique, je fais de la marche. Si vous êtes une personne qui avait été opérée, vous allez vous rendre compte que tous vos médecins vont vous recommander de marcher. C'était un truc en fait. J'ai marché à en avoir marre. À un moment, je voulais à la place de marcher faire du vélo. Vu qu'on a un vélo d'appartement, je voulais juste faire du vélo. Il y a un truc aussi, ça c'est quelque chose que j'ai fait avec quelqu'un qui m'est cher, apprendre à respirer. Je me suis rendu compte que je respire mal et c'est fou. Je suis pas la seule qui respire mal. Je connais d'autres personnes, on respire mal. Cette petite séance de méditation où on nous dit fermez les yeux. Inspirez, expirez. Je le fais de temps en temps. Vu là où ma plaie opératoire est située, je peux pas faire de gainage. Vu que je suis à mon 3e mois post-opératoire, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je vais faire quelques exercices de mobilité un peu, où je vais juste soulever les jambes très lentement, étirer mes bras, étirer mon dos en me penchant vers l'avant. J'évite de me pencher trop vers l'arrière parce que ça tire sur ma plaie. En fait, écoutez votre corps. Si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, j'écoute beaucoup mon corps et j'évite de cette façon de m'étouffer. En général, je m'étouffe lorsque j'éternue. Mais sinon, vu que ma plaie est en bonne voie de guérison, je n'ai pas trop à me faire en fait. En ce qui concerne mon sommeil, j'ai pas vraiment d'heure fixe. Surtout quand je suis sortie d'hôpital, je dormais presque tout le temps. J'avais un peu le système de repos d'un bébé, après manger, dodo. C'est vrai que ça a évolué actuellement, vu que je peux faire des nuits, bon pas des nuits blanches, mais je peux veiller jusqu'à 22h parce que je regarde Nicky Larson à la télé. Sauf que je peux dormir de temps en temps en journée comme ça. Il peut aussi arriver que je me fasse pas de sieste dans une journée. Ça change rien du tout. Du coup, c'est vrai, aujourd'hui, je vous raconte mon histoire à moi, mais justement, c'est pour vous informer aussi un peu parce que il y a très peu d'informations autour de l'endométriose, surtout en Afrique. Voilà. Ne pensez pas que vous êtes seul et surtout entourez-vous. Et sachez que dans cette maladie, vous allez avancer pas à pas. Du coup, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous vivez avec l'endométriose, je vous demande de partager votre expérience en commentaire parce que mon expérience peut être différente de la vôtre. Du coup, me voici de retour sur YouTube après cette période d'absence et on va continuer ce qu'on faisait déjà ensemble. Voilou, c'est tout pour aujourd'hui. On a encore plein de choses à faire ensemble et je compte bien continuer de les faire avec vous. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ici, on est en famille. Je vous raconte un peu ma vie. On blablate. Je vous donne des conseils vestimentaires. Je vous donne mon parcours capillaire, mes petits secrets pour prendre soin de mes cheveux. Ça aussi, ça fait très longtemps que j'ai pas pris soin de mes cheveux. Regardez mon état. Regardez mon état. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Prenez votre température, exagérez pas avec des médocs, mangez, bougez et dormez. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo.